Les procès. Quand un Indien a subi un préjudice, causé par un membre de sa tribu, s'il ne souhaite pas régler ce problème personnellement, il peut se plaindre auprès du chef. S'il est incapable de se battre en combat singulier avec l'offenseur et dédaigne de se plaindre, n'importe qui peut, à sa place, informer le chef de la situation, et une enquête ou un procès devient alors nécessaire. L'accusé et l'accusateur ont tous deux droit à des témoins. On ne pose aucune question aux témoins qui disent simplement ce qu'ils ont à dire sur le sujet. Les témoins ne prêtent pas serment parce que nous ne croyons pas qu'ils puissent faire un faux témoignage dans une affaire qui touche leur peuple. Le chef de la tribu préside ces procès, mais si l'offense est grave, il demande à 2 ou 3 hommes importants de la tribu de siéger avec lui. Ceci détermine simplement si l'homme est coupable ou non. S'il n'est pas coupable, l'affaire se termine là, et l'offensé perd son droit de vengeance, car s'il avait voulu se venger personnellement, il aurait dû refuser le procès qui, une fois fait, l'en empêche. Si l'accusé est jugé coupable, c'est l'offensé qui décide de la sanction, généralement confirmée par le chef et ses assistants. L'adoption d'enfants. Lorsque des enfants se retrouvent orphelins, soit par la guerre, soit autrement, c'est-à-dire si les 2 parents sont morts, le chef de la tribu peut les adopter ou les donner selon son désir. Dans le cas des Indiens hors la loi, ils peuvent, s'ils veulent, prendre leurs enfants avec eux, mais s'ils les laissent à la tribu, c'est le chef qui décide ce qu'on en fera. Mais en aucun cas la faute des parents ne retombe sur les enfants. Le lac salé. Nous trouvions notre sel dans un petit lac des montagnes Gila. C'était un tout petit lac d'eau claire et peu profonde, et au milieu s'élevait une petite colline. L'eau était trop salée pour la boire, et le fond du lac était recouvert d'une croûte brune. Quand on brisait cette croûte, des salignons y adhéraient. On pouvait laver ces salignons dans l'eau de ce lac, mais si on les lavait dans une autre eau, ils fondaient. Quand nous nous rendions à ce lac, notre peuple n'avait pas le droit de tuer du gibier ou d'attaquer un ennemi. Toutes les créatures étaient libres d'aller et venir sans être inquiétées. Formation d'un guerrier. Pour être admis comme guerrier, un jeune homme doit partir 4 fois sur le sentier de la guerre avec les guerriers de sa tribu. La première fois, on ne lui donne que de la nourriture de qualité inférieure, et il doit s'en contenter sans murmurer. Pendant les 4 expéditions, il ne lui est pas permis de choisir sa nourriture comme les autres guerriers le font, mais il doit manger ce qu'on lui donne. Pendant ces 4 expéditions, il sert de domestique, prend soin des chevaux, prépare les repas et remplit tous ses devoirs sans qu'on ait besoin de le lui dire. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait aussi qu'il doit le faire sans qu'on ait besoin de le lui dire. Il ne lui est pas permis de parler aux guerriers, sauf pour répondre à leurs questions, ou quand on lui donne la permission de parler. Lors de ces 4 guerres, on attend de lui qu'il apprenne les noms sacrés de tout ce qui est utilisé dans une guerre, car une fois que la tribu a pris le sentier de la guerre, les noms ordinaires de toutes les choses qui se rapportent à la guerre ne sont plus utilisés. La guerre est une question solennelle et religieuse. Si, après les 4 expéditions, tous les guerriers estiment que le jeune homme s'est montré industrieux, n'a pas parlé sans qu'on le lui permette, s'est montré discret en toutes choses, a fait preuve de courage dans les batailles, a supporté tous les durs travaux sans se plaindre, et n'a montré aucune trace de couardise ou de faiblesse quelle qu'elle soit, il peut, par vote du conseil, être admis comme guerrier. Mais si un guerrier a quelque chose à lui reprocher, il devra se soumettre à d'autres épreuves, et ce n'est que s'il s'en sort courageusement que son nom pourra être à nouveau proposé. Quand il a prouvé sans conteste qu'il peut supporter toutes les épreuves sans se plaindre, et que la peur lui est étrangère, il est admis au conseil des guerriers au rang le plus bas. Après cela, il n'y a plus de règles définies pour les autres promotions, mais d'un commun accord, on lui confie une certaine fonction sur le champ de bataille, et s'il remplit cette fonction avec honneur, on lui permet de la garder.
et on peut lui demander, ou il peut lui-même demander, d'assumer une fonction plus importante. Mais aucun guerrier ne demande d'assumer une fonction plus importante sans avoir l'assurance des chefs de la tribu qu'il s'est montré digne dans sa première fonction d'un poste de commandement. À partir de là, la seule élection faite par le conseil réuni en assemblée solennelle est l'élection du chef de la tribu. Les hommes âgés ne peuvent conduire les batailles, mais leurs avis sont toujours respectés. Un âge avancé signifie la perte du pouvoir physique, indispensable pour l'exercice des fonctions de chef. Les danses. Toutes les danses sont des cérémonies religieuses et sont présidées par un chef, et les hommes médecines. Elles peuvent être de nature sociale ou militaire, mais ne sont jamais dépourvues de caractère sacré. Une danse de remerciement. Tous les étés, nous allions cueillir les fruits de yucca. Nous les moulions et les réduisions en poudre, puis nous en faisions des pains. Toute la tribu se rassemblait alors pour festoyer, chanter et prier Uzen. Les actions de grâce étaient dites par tout le monde. Quand la danse commençait, les chefs portaient ces pains et ajoutaient des paroles de louange aux airs de musique habituels. La danse de guerre. Quand le conseil des guerriers avait délibéré et décidé de prendre le sentier de la guerre, la danse commençait. Dans cette danse, les guerriers chantent comme d'habitude, accompagnés des battements de l'Ezadadéné. Mais la danse est plus violente, et les hurlements et cris de guerre couvrent quelquefois complètement la musique. Seuls les guerriers participent à cette danse. La danse du scalp. Quand les guerriers reviennent de la guerre, on danse une variation de la danse de guerre. Les guerriers qui ont ramené des scalps de la bataille les exhibent devant la tribu, et quand la danse commence, ces scalps, fichés sur des pieux ou des lances, sont portés autour des feux de camp tandis que la danse continue. Cette danse ressemble, dans sa solennité, à la danse de guerre. Il y a des hurlements et des cris de guerre, fréquemment accompagnés de coups de fusil, mais on fait preuve de plus d'insouciance qu'il n'est permis dans une danse de guerre. Quand la danse du scalp est terminée, on jette les scalps. Aucun Apache ne les garde, car ils pensent qu'ils sont impurs. Une danse sociale. Au début de septembre 1905, j'annonçai aux Apaches que ma fille Eva, ayant atteint la puberté, devait abandonner son statut d'enfant et assumer son rôle de femme. Elle ferait ses débuts lors d'une danse de la tribu, et alors, ou plus tard, il conviendrait qu'un guerrier la demande en mariage. En conséquence, des invitations furent envoyées à tous les Apaches, aux Comanches et aux Kiowas, pour qu'ils se rassemblent pour une grande danse sur l'herbe sur la rive sud de Medicine Creek, près du village de Naiche, ancien chef des Apaches Shokonen, à la première nuit de pleine lune de septembre. Les festivités devaient durer 2 jours et 2 nuits. Rien ne fut épargné pour contribuer au plaisir des invités et à l'observance parfaite des rites religieux. Pour être prête pour la danse, l'herbe fut soigneusement fauchée sur un large espace circulaire. Le chef Naiche conduisait les chants, et moi, assisté de nos hommes médecines, je dirigeais la danse. D'abord, Eva se détacha du groupe des femmes et dansa une fois autour du feu. Puis, accompagnée d'une autre jeune femme, elle s'avança à nouveau, et tous deux dansèrent 2 fois autour du feu. Puis, elle et 2 autres jeunes femmes s'avancèrent et dansèrent 3 fois autour du feu. La fois suivante, elle et 3 autres jeunes femmes s'avancèrent et dansèrent 4 fois autour du feu. Cette cérémonie dura environ 1 heure. Puis les hommes médecines s'avancèrent, nus jusqu'à la taille, la poitrine richement peinte, et dansèrent les danses sacrées. Ils furent suivis par des danseurs bouffons qui amusèrent grandement l'audience. Puis les membres de la tribu joignirent leurs mains et dansèrent en cercle autour du feu pendant longtemps. On invita tous les amis de la tribu à se joindre à cette danse, et lorsqu'elle se termina,
les vieilles personnes se retirèrent, et la danse des amoureux commença. Les guerriers se tenaient au milieu du cercle, et les femmes, deux par deux, s'avançaient en dansant, et désignaient un guerrier pour danser avec elles. La danse consistait à aller et venir à partir du centre du cercle jusqu'à la ligne extérieure. Le guerrier faisait face aux deux femmes, et quand elles dansaient en avançant, lui dansait en reculant. Puis elles revenaient en dansant jusqu'à la ligne extérieure, et il les suivait en leur faisant face. Ceci dura 2 ou 3 heures. Puis la musique changea. Immédiatement, les guerriers se rassemblèrent à nouveau au centre du cercle, et cette fois, chaque femme choisit un guerrier comme partenaire. La manière de danser ne changeait pas, seulement ils étaient 2 au lieu de 3 à danser ensemble. Pendant cette danse qui continua jusqu'à l'aube, le guerrier, s'il dansait avec une jeune fille, pouvait lui proposer le mariage. Et si la jeune fille acceptait, il allait voir son père tout de suite après, et concluait un marché. Dans des fêtes comme celle-ci, quand la danse est finie, chaque guerrier donne un présent à la femme qu'il a choisie comme partenaire et a dansé avec lui. Si elle est satisfaite du présent, il lui dit au revoir. Sinon, le cas est référé à une autorité, un homme médecine ou un chef, qui détermine ce qui est un cadeau convenable et ce qui ne l'est pas. Pour une femme mariée, la valeur du présent doit être de 2 ou 3 dollars. Pour une jeune fille, le présent ne doit pas valoir moins de 5 dollars. Souvent, cependant, la jeune fille reçoit un véritable cadeau de valeur. Pendant la danse des amoureux, les hommes médecines se mêlent aux danseurs pour chasser les mauvais esprits. Je n'aurai peut-être plus jamais de raison de réunir notre peuple pour danser, mais ces danses sociales au clair de lune avaient une grande place dans nos plaisirs d'autrefois. Et je pense qu'elles ne cesseront pas de sitôt, du moins je l'espère.